Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette livraison de votre magazine qui sera aujourd'hui consacré au secteur de l'énergie. L'article 48 de la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que le droit à un logement décent, le droit à l'eau et à l'électricité ou à l'énergie électrique sont garantis. C'est sur base de cet article pertinent de la Constitution de notre pays que nous allons devoir nous baser et que se sont basées également les organisations non gouvernementales ou la société civile qui œuvrent dans ce secteur énergétique ici en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous avons donc sur ce plateau M. Emmanuel Moussouyou, que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui est le secrétaire technique de la CORAP. M. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Comment vous allez? Non, nous allons bien. Et la CORAP, elle se porte comment? Oui, la CORAP se porte très bien, surtout que nous venons de faire des travaux intenses récemment qui nous ont permis à lancer un plaidoyer qui est donc parmi les plaidoyers les plus importants pour le secteur de l'électricité. Alors, il est temps de faire de l'accès pour tous à l'énergie par des solutions décentralisées et durables une réalité. C'est la vision de la société civile et des communautés locales congolaises. Emmanuel Moussouyou, pourquoi cette vision et pourquoi ce travail si pénible que vous avez mené et auquel vous êtes abouti à cette vision qui est déjà disponible? Merci beaucoup, Monsieur Rubin. Ce que nous pourrons dire déjà à votre question, pourquoi maintenant? Il faut déjà partir de la constitution de la RDC qui a depuis 2006, qui a été promulguée depuis 2006, qui consacre au fait le droit d'accès à l'énergie pour tous. Comme nous l'avions dit d'ailleurs. Oui. Donc vous avez cité l'article 48 et la précision c'est que c'est depuis 2006 que cette constitution est promulguée. Mais est-ce que modifié à ce jour comme on le dit. Voilà. Est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que tout le monde a accès à l'électricité? Je dirais que non. Pourquoi? Parce que les statistiques le démontrent. Je n'aime plus vraiment revenir sur les statistiques parce que déjà il y a des problèmes statistiques. Elles sont contradictoires. Mais au moins, il faut noter que moins de 10% des populations congolaises a accès à l'électricité aujourd'hui. Alors qu'on parle encore et toujours du secteur de l'électricité, on parle de l'accès pour tous à l'énergie. Au-delà de la Constitution, nous avons une loi depuis 2014 qui est venue avec pour objectif de libéraliser les secteurs pour qu'il y ait plus d'incitation et plus d'investissement dans le secteur. Au-delà de ça, c'est au fait aussi tout ce qu'il y a comme engagement que prend le pays. Nous pouvons citer l'initiative CIFOROL, l'énergie durable pour tous, l'initiative des Nations Unies auquel la RDC a adhéré. Mais vous allez vous rendre compte que malgré tout ça, rien ne marche. C'est pourquoi nous disons qu'il est temps. Et quand je parle de nous, il s'agit de qui au fait? Il s'agit de la population congolaise parce que nous allons certainement revenir sur ça. La CORAP, avec ses partenaires en province, autour de la dynamique polée, la dynamique politique et énergétique, a organisé des consultations dans 24 villes à travers le pays. Et les communautés, les experts, les acteurs importants dans le secteur de l'énergie à tous au niveau, justement est parvenu à dire qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions résoudre ce problème. Alors, la vision, vous l'avez déployée sur 9 exigences au total. Est-ce que, en analysant tous les secteurs, vous pensez que les 9 exigences suffisaient? On ne peut pas tout couvrir non plus, parce que, comme vous-même vous l'avez dit, c'est un travail pénible, c'est un travail assez exigeant. Peut-être qu'avant qu'on en arrive là, j'ai envie de donner un peu d'historique autour de cette dynamique, autour de cette initiative. Qu'est-ce qui arrive? C'est que en 2020, société civile, après analyse, après avoir fait l'état des lieux, a constaté qu'il n'existait pas une politique. Et c'était, au fait, une affirmation partagée, même aussi avec l'administration, le ministère de l'Énergie. Tout le monde a constaté qu'il n'existait pas de politique. C'est comme ça que nous avons travaillé à l'époque avec l'idée de mettre en place un processus
qui devait aboutir à la proposition d'un projet de politique nationale de l'énergie que nous allions proposer au gouvernement congolais pour qu'il adopte. C'était au même moment, je me rappelle encore, c'était autour du mois de juin 2020, où pendant qu'on s'apprêtait pour lancer officiellement le processus de la société civile, nous avons été contactés par le ministère de l'Énergie à travers le PNUD pour nous signifier que CORAP était identifié comme partie prenante au processus d'élaboration de la politique nationale de l'énergie. Ce qui a fait que nous puissions réfléchir à nouveau pour dire est-ce que déjà le gouvernement s'engage à élaborer une politique, est-ce que nous devons aussi venir avec la même chose? C'est comme ça que nous avons évolué, plutôt pour parler cette fois-là de la nécessité de produire un document qui devait accompagner l'élaboration de la politique. Avec qui on devait faire ça, c'est là que nous avons identifié des acteurs. Nous avons, à travers nos partenaires, trouvé au fait ces personnes ou ces organisations dans les provinces qui devaient s'allier à la CORAP pour mettre en place ensemble cette dynamique qui devait avancer. C'est comme ça que nous avons abouti à la mise en place de cette dynamique qu'on appelle la dynamique Polé, qui regroupe aujourd'hui pratiquement 12 organisations basées dans les différentes provinces, tenant compte de l'ancienne configuration de 11 provinces. Donc si nous avons une organisation qui est basée, par exemple, à l'Équateur ou à Mbandaka, cette organisation se charge de couvrir tout l'ensemble de la province, tenant compte de la nouvelle configuration. C'est comme ça que toutes ces organisations ont réussi aujourd'hui à organiser des activités en province à 2 niveaux. Nous avons commencé par organiser des forums communautaires et cela, à travers le processus, nous avons touché pratiquement 120 localités à travers le pays. Et le but pour nous, c'était de nous rapprocher davantage de populations. Parce que, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de financements, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées par le passé, les PNUD, le KfW et bien d'autres. Mais dans l'ensemble, il se limite dans des grandes agglomérations, dans des grandes villes. Et on ne s'intéresse pas beaucoup sur les situations au niveau communautaire, le plus bas. C'est comme ça que notre processus nous a permis, premièrement, de faire un état des lieux sérieux et concret des problèmes d'accès à l'électricité des communautés locales dans leur village, dans leur communauté. La deuxième des choses, c'est que ces forums communautaires nous ont permis d'identifier les acteurs qui devaient participer aux consultations. Parce que tout de suite après, comme je disais dans l'introduction, nous avons organisé 24 consultations dans 24 villes de la RDC. Nous n'avons pas réussi à le faire dans 26 provinces, mais au moins dans 24 villes, tenant compte de 24 provinces. Non, dans la nouvelle configuration, dans 24, dans une ville représente toute une province. Donc, le forum communautaire qui nous avait permis d'identifier ces acteurs a davantage, n'est-ce pas, aidé à ce que la légitimité même de ces consultations soit actée, parce que la plupart des participants qui ont représenté des communautés ont été choisis par ces communautés. Donc l'ensemble de tout ce processus nous a permis de toucher plus de 4600 personnes, parce qu'au départ, les forums communautaires ont mobilisé plus de 3600 personnes directement touchées par le projet, et les consultations ont par contre permis de toucher autour de 720 personnes, avec l'idée qu'une consultation a mobilisé autour de 30 personnes. Mais il y a eu plus de monde comme impact direct dans le projet. Et donc, c'est l'ensemble de toutes ces activités qu'on a organisées à travers le pays qui nous a permis justement de construire cette vision et justement d'établir toutes ces exigences. Comme vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exigences? Je pourrais dire, oui, on peut encore en trouver, mais le processus nous a permis d'identifier à ce stade ces 9 exigences qui aujourd'hui est le cœur même et le besoin le plus ardent de la population congolaise à travers le pays. Ok, vous dites l'accès à l'électricité durable, abordable et fiable permet de catalyser le développement durable et la justice sociale pour tous les Congolais. Comment vous expliquez ça? Non, mais je pense que c'est simple. Il faut partir tout d'abord de la première exigence qui, elle, dit que la population, elle a besoin d'accéder à l'énergie. Et la première exigence donne même des précisions pour dire
nous avons besoin que 100% des populations congolaises à travers le pays puissent accéder à l'énergie d'ici 2030. Mais il y a aussi un problème de niveau, parce qu'on peut dire, oui, mais est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste que tout le monde ait accès à l'énergie au niveau 1, au niveau 2. Ça veut dire, le niveau 1 et le niveau de mise ensemble, ça peut permettre à ces communautés d'avoir accès à la lumière, ça peut leur permettre d'avoir la possibilité de charger des téléphones, ça peut leur permettre, n'est-ce pas, d'utiliser la réfrigération, au fait, toutes ces activités avec les appareils électroniques à premier coup, quoi, à premier usage, et c'est OK. Pas de grandes consommations énergétiques. On ne parle pas encore de grandes consommations à l'énergie, ça c'est la deuxième catégorie, mais au moins il est possible que tout Congolais, partant de toutes les ressources que nous avons, question juste de mettre en place les moyens qu'il faut pour qu'on y arrive. Et la population exige que d'ici 2030, tout le monde puisse avoir accès à l'électricité au niveau 1 et 2. Et la deuxième partie, c'est que au moins 50% des Congolais d'ici 2030 puissent avoir accès à l'énergie au-delà du niveau 2. Là, on peut toucher le niveau 3, le niveau 4, et là, il faut considérer qu'on commence à accéder à des appareils électroniques à grande capacité de consommation d'énergie, et c'est possible. Et c'est possible. Oui. Je me rappelle, dans une de nos prestations, je vous ai posé la question de savoir l'énergie pour tous les Congolais avant 2030, est-ce possible? La réponse, elle est là, comme vous le dites, donc c'est possible de donner à tout le monde accès à l'énergie. Et pour revenir à votre question, vous dites que oui, c'est aussi une des exigences, je pense la deuxième, qui veut que cette énergie que la population devra avoir ne doit pas être qu'une énergie pour la lumière. Parce que par le passé, il y a de ces institutions qui ont commis des erreurs dans le calcul même du taux d'accès à l'énergie. Ils ont même considéré le fait que quelqu'un ait une torche pour dire que voilà, il a accès à l'électricité. C'est pas suffisant. Hein? Aujourd'hui, on peut le voir, hein, des gens avec de petites radios qui incorporent en même temps la torche, aussi la possibilité de charger le téléphone. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Il faut qu'il y ait quand même un dispositif qui leur permette. Donc, ce qui fait que cette énergie que nous demandons pour tous d'ici 2030 doit être une énergie qui permet, n'est-ce pas, de propulser le développement au niveau local. Ça doit être une énergie qui permet le développement des activités économiques, qui permet à ce que, oui, ces activités économiques aident à relever l'économie à partir du niveau local. Et ça aura beaucoup d'incidents ou beaucoup d'impacts positifs. Parce que aujourd'hui nous vivons l'exode rural, aujourd'hui nous vivons beaucoup de problèmes. Et à la base, on peut même se rendre compte que oui, les populations, les enfants, les jeunes ne savent pas étudier, les dispensaires dans nos communautés n'ont pas d'électricité et ne savent pas fonctionner. Mais une énergie qui peut catalyser le développement, qui peut aider à faire avancer, n'est-ce pas, cette économie au niveau local, c'est de ça qu'on parle. Quelles sont aujourd'hui les priorités de la société civile et des communautés pour l'accès à l'énergie? Non, mais les priorités, je disais tout à l'heure que à travers les consultations, on a su vraiment avoir la réalité au niveau local. Aujourd'hui, les priorités, c'est que les gens ont besoin de la lumière. J'ai cité tout à l'heure que dans plusieurs de nos communautés, les élèves ne savaient pas étudier la nuit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un impact négatif sur la qualité de l'électrification. Je peux prendre un exemple. Récemment, on a vu dans le village de Zongo, dans le nord Ubangi, dans l'ancien Équateur, où après plusieurs années, après plus de 50 ans, on a lancé, n'est-ce pas, de l'éclairage public. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était toute une fête. Parce que cet éclairage public, malgré que ça ne donne pas déjà accès aux ménages d'avoir accès à l'électricité, mais au moins ça permet à ce que certaines activités puissent se développer. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a ce problème, tout d'abord, n'est-ce pas, d'accéder, voire à la lumière. Il y a ce problème d'accéder à cette énergie qui permet n'est-ce pas, d'utiliser des appareils de base. Au-delà de ça, pour moi, les priorités pour que la communauté ait accès à l'énergie, c'est, au fait, il faut circuler dans le pays pour constater qu'il y a un sérieux problème de pauvreté. Mais l'énergie, en réalité, ça doit, on parlait tout à l'heure de catalyseur de développement, mais finalement, pour être clair dans des mots simples, c'est que quand on a accès à l'électricité, ça peut booster
même ça peut lutter contre la pauvreté. Parce qu'il y aura des activités qui vont se créer et c'est important. Et donc c'est prioritaire pour les communautés justement d'avoir accès à l'électricité pour lutter contre tous ces aspects. Et des bases, c'est aussi la santé. Permettez que je revienne sur ça parce que c'est très important. Beaucoup de dispensaires, beaucoup de centres de santé ne connaissent pas fonctionner. Ils ne savent pas faire certains examens, ils ne peuvent pas faire des opérations, ils ne peuvent pas intervenir la nuit, ils ne peuvent pas... Et c'est tout ça le problème. Peut-être au-delà de ça, on peut aussi citer une autre priorité. On est dans la ville de Kinshasa, la capitale, mais quand il n'y a pas d'électricité, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'insécurité. Là, on est dans la ville. Mais qu'en est-il d'autres provinces, d'autres coins du pays où il n'y a pas accès à l'électricité? Donc l'arrivée de l'énergie peut fortement aider à améliorer la situation de la sécurité. Peut-être qu'un exemple pour ça, il faut aller à Goma pour se rendre compte qu'avant que des activités des entreprises comme Virunga, comme Nourou, comme Sokodé puissent arriver, personne ne pouvait circuler dans les rues de Goma à partir de 20h quand il fait noir. Déjà, n'est-ce pas, très tôt, les gens regagnaient leur maison parce que il y avait beaucoup d'insécurité. Mais aujourd'hui, avec l'éclairage public, avec toutes ces initiatives qui arrivent, dans la ville de Goma, on peut voir cette amélioration en termes sécuritaires parce qu'on a besoin d'accès à l'électricité. Ce sont là, c'est non exhaustif, mais ce sont là les besoins, surtout qui font que la population puisse exiger, encore une fois de plus, qu'il y ait accès à l'électricité. Alors, 9 exigences, mais je prends au hasard l'exigence 5 qui nous dit désinvestir des combustibles fossiles et prioriser les sources de production à faible émission de carbone. Est-ce que nous, en RDC, on est également en plein dans ces combustibles fossiles pour que nous puissions, parce que nous ne parlerons pas d'une migration des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Est-ce que nous sommes en plein également dans ces énergies fossiles? Bon, la RDC produit aussi des hydrocarbures. Comme vous le savez, à Mwanda, notamment, il y a une entreprise qui s'appelle Perenco. Beaucoup plus, hein, ce sont deux cas qu'on peut citer. Mais malgré tout cela, on peut noter que la RDC, parce qu'elle ne produit pas encore assez des hydrocarbures, des énergies fossiles, elle n'est pas encore comptée comme pays producteur. Parce qu'aujourd'hui, l'état des lieux a démontré que la RDC produit autour de 25 000 barils jour, alors que pour être considéré comme pays producteur, il faut aller jusqu'à plus ou moins 250 000 barils jour. Donc, en termes de pays producteurs, la RDC n'est pas encore comptée, mais au moins elle produit déjà. Les peu qu'on produit polluent. Et l'exigence 5 demande à ce qu'on puisse désinvestir dans des énergies, dans des combustibles fossiles, mais plutôt mettre beaucoup plus de fonds, investir plus dans des énergies à faible émission de carbone. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, la RDC est partie prenante à presque tous ces engagements qui visent à lutter contre le changement climatique. Même cela ne doit pas être la seule motivation. Mais déjà, je pense que la plus grande motivation de désinvestir dans des énergies fossiles, dans des énergies qui polluent le plus, c'est au fait tout ce qu'on est en train de constater aujourd'hui en termes du changement climatique. La RDC n'est pas épargnée. Aujourd'hui, il y a trop de perturbations des saisons, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, cela est très capital pour le pays de considérer que plus investir dans les énergies fossiles, ça a un impact direct sur les populations. Récemment, il y a une organisation CONAD basée à Mwanda qui venait de publier une étude par rapport aux impacts de l'exploitation des hydrocarbures sur la santé. À Mwanda, déjà aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent. Pourquoi? Parce que il y a un impact visible sur la santé, de l'exploitation sur la santé. Et c'est des cas qu'on peut retrouver dans plusieurs pays. En Afrique, dans plusieurs pays dans le monde, il y a des impacts tout de suite. Au-delà de ça, c'est des impacts environnementaux. Généralement, où on exploite les hydrocarbures, il y a des problèmes. S'il y a des rivières à côté, c'est des rivières polluées, c'est des écosystèmes forestiers ou je ne sais moi, dégradés, etc. C'est des impacts directs. Et au-delà de ça, on peut aussi citer toute cette migration que le monde est en train de prendre. Vous voyez que
plus les attentions sont focalisées sur les énergies renouvelables. Ce qui fait que dans les années qui suivent, peut-être d'ici 40 ans, on verra que le marché des hydrocarbures ne sera plus intéressant. On va travailler à perte. Et alors, la RDC est dans une bonne position aujourd'hui parce qu'elle ne produit pas assez. Je pense qu'elle peut bien s'organiser pour embrasser toutes ces autres formes d'énergie renouvelable qui se présentent, n'est-ce pas, comme opportunité. Et c'est même vers là que le monde est en train d'aller. Pour moi, la RDC doit développer une vision plutôt cohérente qui peut positionner ce pays, n'est-ce pas, comme étant cette force mondiale dans l'exploitation des énergies à faible émission de carbone. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de facteurs autour de l'exploitation des hydrocarbures qui ne doit pas encourager le pays aujourd'hui, n'est-ce pas, à aller produire parce qu'il y a trop d'impact. Et même la motivation principale qu'a le gouvernement congolais, on peut le lire récemment dans l'actualité, que le gouvernement avait récupéré quelques blocs pétroliers et il a lancé des appels d'offres. Oui, il faut voir l'allure avec laquelle les autorités sont en train de se réjouir en annonçant cela. Mais ce qui est bizarre, c'est que on risque d'investir à perte. Comme j'étais en train de le démontrer tout à l'heure, que au fur et à mesure, le monde avance. Les investissements dans le secteur des hydrocarbures ne vont plus produire, n'auront plus d'impact, parce que le monde va migrer. Et on est en train d'aller vers, c'est plus loin. Il ne faut pas qu'on puisse... de ne pas exploiter nos ressources pétrolières alors. Oui, mais on a des alternatives qui sont plutôt importantes et intéressantes, qui peuvent bien nous positionner, nous en tant que pays, et qui peut aussi aider le pays à avoir une stratégie qui protège sa population. Parce qu'il ne faudrait pas que miser sur les aspects économiques, les aspects financiers, en ignorant les autres aspects qui sont les plus importants. La santé, l'environnement, les sociales et bien d'autres. Est-ce qu'on peut s'attendre à des compensations, par exemple, pour ceux qui exploitent déjà et que nous, on peut se dire on n'exploite pas, mais on laisse ceux qui exploitent compenser leur pollution par rapport à nous? Je pense qu'aujourd'hui, la RDC doit se réveiller. La RDC, on peut le constater, hein, que la RDC, dans presque tous les domaines, on a toutes les ressources qu'il faut. Mais est-ce que la RDC a des bonnes politiques pour l'exploitation de toutes ces ressources? Est-ce que la RDC est capable aujourd'hui de bien négocier pour se positionner comme étant ses leaders? Vous voyez, dans toutes ces conférences internationales où on prend part, il y a la COP qui va arriver, la COP 27. C'est bien que la RDC se positionne comme pays solution. Et on risque de ne pas exploiter nos ressources pétrolières alors. Et c'est un exploit, c'est déjà quelque chose de bien. On est content de cela. Mais la RDC doit se positionner comme il le faut. La RDC doit avoir une vision plutôt cohérente par rapport à l'exploitation de ses ressources naturelles. On n'a pas besoin que d'exploiter les hydrocarbures pour gagner. Mais on a besoin aujourd'hui d'avoir une bonne équipe de négociation avec une vision cohérente, comme je le disais tout à l'heure, pour arriver, n'est-ce pas, à obtenir tout ce qu'il y a comme bénéfice dans les négociations. Parce que dans les négociations, il n'y a pas que des aspects liés au climat, à la forêt, simplement. Aujourd'hui, il y a des aspects financiers. Tout ce pays, qu'il soit des pays voisins, on peut citer l'Angola, on peut citer l'Ouganda, tout ce pays, voire au niveau international, qui produisent plus de gaz ou qui produisent plus des énergies fossiles, sont appelés, dans le cadre de ces négociations, à payer aux pays qui ont des ressources, mais qui ne les exploitent pas, dans le sens de créer de l'équilibre. Mais est-ce que la RDC se positionne pour bien négocier cette compensation dans la mesure où nous n'exploitons pas nos ressources, nous contribuons effectivement à la réduction des émissions, mais ceux qui polluent doivent payer. Est-ce qu'on négocie bien? C'est comme ça que moi je vais inviter justement le gouvernement congolais à réorganiser sa façon de négocier, à mettre en place une bonne politique qui permettra à la RDC de bien se positionner et de capter tout ce qu'il faut, parce que c'est notre droit en tant que pays. Nos forêts, nos hydrocarbures et autres, nous ne les exploitons pas par plaisir, mais nous les exploitons parce que nous voulons contribuer à cette problématique, à la réduction des problèmes des émissions pour le changement climatique. Mais il faut que vraiment la compensation soit à la hauteur. C'est comme ça que nous invitons le gouvernement à voir cet aspect des choses, et l'exigence 5 tirée des travaux qu'on a fait en province
et les populations disent qu'on n'a pas besoin de voir la RDC dans le futur proche continuer à avoir des objectifs dans le sens de plus produire des hydrocarbures, mais plutôt cet objectif plutôt clair qui démontre comment est-ce que la RDC va progressivement se désengager à des investissements dans ce sens, mais en promouvant des alternatives qui sont des énergies renouvelables et aussi finalement cette capacité à bien négocier pour capter ce qu'il faut dans toutes ces négociations qui se font en termes de compensation. Alors, comment adopter effectivement des stratégies durables pour la cuisson propre au moment où des problèmes d'alternatives se posent effectivement, comme vous l'aviez dit tantôt? Comment aujourd'hui on peut adopter ces stratégies pour que nous puissions, ça c'est en fait l'exigence 6, pour que nous puissions, n'est-ce pas, préserver notre environnement, mais aussi développer le secteur énergétique sans pour autant porter atteinte à l'environnement. C'est très important cette question-là. Merci déjà parce que vous la posez. Et l'exigence 6 a été claire. L'exigence 6 demande au gouvernement congolais de développer des stratégies qu'il faut pour la cuisson propre et durable. Pourquoi nous en parlons? Parce que je pense que vous le savez, que plus de 94% de l'énergie que nous consommons en RDC, c'est le bois énergie, c'est la biomasse. Et parmi les secteurs qui polluent le plus en RDC, c'est entre autres le secteur forêt, où il y a cette question de la biomasse. Donc vous allez comprendre qu'il y a urgence, une urgence qui se pose, ce qui fait qu'il faut développer justement de bonnes stratégies. Et par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous participons, comme on l'a dit dès l'entame de cette réunion, comme partie prenante au processus d'élaboration de la politique énergétique, et nous sommes parmi ces acteurs qui s'appliquent le mieux dans ce processus. Nous avons fait savoir, le ministère de l'Énergie, le PNUD qui accompagne le secrétariat général dans le secrétariat technique, n'est-ce pas, dans les aspects techniques autour de ces processus, nous avons fait savoir à tous les partenaires, notamment la FONARED et bien d'autres, que pour nous, les stratégies pour la cuisson propre et durable ne doivent pas se limiter qu'à la production de GPL ou à la promotion de GPL. Le GPL, c'est le gaz de pétrole liquéfié. On ne peut pas résumer toute une politique à une technologie. On ne peut pas résumer toute une stratégie pour la cuisson propre à une technologie. Nous estimons que la politique nationale de l'énergie doit être cet espace, doit être ce cadre, doit être ce document stratégique qui permet le développement de toutes les technologies durables qu'il faut pour résoudre ce problème, n'est-ce pas, de la cuisson propre. Pourquoi nous disons cela? Parce que aujourd'hui, parler de la cuisson propre, c'est bon. On va considérer que la cuisson propre ne pollue pas dans l'utilisation, mais il ne faut pas ignorer que d'où provient le gaz de pétrole liquéfié. Déjà, c'est ça le mot, gaz de pétrole liquéfié. D'où provient cette matière? C'est lorsqu'on produit le pétrole, les hydrocarbures. On le disait dans l'exigence 5 tout à l'heure que la vision ne doit pas être dans plus de production, mais dans la réduction de production. Ce qui fait que, aussi longtemps qu'on va faire la promotion de GPL, il sera question, il y aura certainement comme incidence l'augmentation de la demande. S'il y a augmentation de la demande, automatiquement, il y aura augmentation de la production des hydrocarbures. Est-ce que le but est celui d'augmenter les hydrocarbures ou de réduire la production des hydrocarbures à cause de ces impacts? Vous voyez? Donc le GPL, ça peut être une bonne solution transitoire, parce que, n'est-ce pas, on en a, oui, mais la politique, peut-être, s'il faut qu'elle parle du GPL, doit aussi définir c'est quoi le timing de cette solution transitoire, jusqu'à quand on va aller avec cette solution transitoire, et la politique doit donner des ouvertures sur les autres types de technologies qu'il faut appliquer. Il y a par exemple la biogaz. Aujourd'hui, la RDC en termes de biomasse a une réserve importante. La classe sur les énergies renouvelables l'a démontré. Et s'il faut même, n'est-ce pas, ne pas seulement considérer la réserve à travers de la biomasse à travers nos forêts, mais il faut voir combien de déchets que les ménages produisent
journellement en RDC. C'est énorme. Ce qui fait que la matière pour la production de la biogaz ne peut pas manquer. Donc on en aura toujours la possibilité d'en produire. Mais pourquoi on ne développe pas juste ces ouvertures qui nous amènent vers cette technologie-là? Vous verrez que dans la politique énergétique, on parle très peu des foyers améliorés. Les foyers améliorés, bien que par le passé, elle a été plébiscitée, mais il y a eu beaucoup de contraintes fiscales, tout ça là, des moyens d'acquisition, etc. Mais ça reste une technologie durable. Mais pourquoi on ne continue pas à réfléchir sur des stratégies qui encouragent tout ce qui est durable, tout ce qui est propre, pour qu'on aboutisse justement à la réduction des émissions? Une autre chose, autour du GPL, parce qu'on parle de GPL dans notre document, c'est que le coût d'acquisition reste aussi très cher. Au-delà de ça, c'est aussi le déploiement du GPL qui sera un problème. Les GPL, il faut le voir dans des grandes villes, à Kinshasa par exemple, Lubumbashi et autres, mais dans des provinces, dans des coins reculés, on n'en aura pas forcément la possibilité, n'est-ce pas, de les déployer facilement à cause de tout l'état des routes, en vous épargnant tout ce que nous avons connu pour aller sur terrain et organiser toutes les consultations. Donc pour dire que le GPL, pour nous, de façon claire, n'est pas cette solution qu'il faut mettre en avant-plan. C'est une solution transitoire, mais la politique et tous les documents qui doivent suivre doivent permettre d'avoir un cadre qui permet le développement de toutes les technologies innovantes, de toutes les technologies durables, carrément propres, n'est-ce pas, pour nous aider à lutter contre l'exploitation du bois énergie et des macala communément appelés, ce qui est, n'est-ce pas, contributeur à la forêt, voilà. Alors, il est temps de faire de l'accès à l'énergie pour tous par des solutions décentralisées et durables une réalité. C'est donc la vision de la société civile et des communautés locales congolaises. Monsieur Emmanuel Moussouyou, est-ce que ces documents est déjà parvenu entre les mains des autorités ou elles ont été impliquées dans cette étude? Nous nous réjouissons déjà à ce stade de voir qu'après le lancement de ce document, en tout cas nous avons eu à enregistrer quelques réactions positives auprès de certaines institutions. Déjà que le secrétaire général du ministère de l'Énergie s'est fait représenter dans le lancement de ces assises. Ils ont apprécié l'initiative. D'ailleurs, ils étaient avec nous même avant d'organiser les consultations. On a vu l'ANSER, l'Agence nationale pour l'énergie au fait en milieu rural, l'ANSER qui a accueilli favorablement l'initiative et il s'identifie même dans cette démarche. Et pour nous, c'est déjà un premier bon pas. Et comme la cérémonie visait le lancement du plaidoyer, nous avons lancé le plaidoyer. On ne va pas parler en vain. Je pense que c'est une matière assez importante pour la population et nous allons tout faire pour être reçus par les autorités qu'il faut, pour discuter davantage et réfléchir. Nous sommes prêts justement à réfléchir sur des solutions qu'il faudra apporter par rapport au développement du secteur de l'énergie. Il est temps que tout le monde ait accès à l'énergie, parce que d'abord c'est un droit, et deuxièmement parce que nous avons toutes les ressources qu'il faut pour, n'est-ce pas, le développer. Accéder à l'énergie, c'est un droit constitutionnel, parce que l'article 48 de notre Constitution, qui date de 2006, M. Moussouyou l'a dit, exige à ce que le Congolais, en tout cas, ait droit à l'électricité, ait droit à un environnement sain, comme le disons dans cette émission, à un environnement sain, et chacun de nous est appelé à protéger cet environnement. Mais aujourd'hui, parce qu'il faut accéder à l'énergie, parce que la CORAP et toutes les autres organisations qui travaillent avec elle viennent donc de mettre sur place, sur pied, cette vision de la société civile et des communautés locales pour accéder à l'énergie. Que dire à tous ceux qui vous suivent et quelles sont les projections pour les jours à venir? Deux choses peut-être. Premièrement, c'est que nous sommes en train de travailler pour que la population, à travers toutes les provinces, participe efficacement dans le processus de consultation que le gouvernement va mettre en place à partir du mois de juin.
autour de la politique nationale de l'énergie. Nous invitons la population, nous invitons toutes les personnes à davantage s'intéresser au secteur de l'énergie, à proposer des choses qu'il faut pour que, n'est-ce pas, le secteur soit développé. Et ça, c'est une chose. La deuxième des choses, nous demandons aux autorités, justement, d'être ouverts au message que la population a lancé, de compatir avec eux et de mettre en place des solutions qu'il faut pour que l'accès à l'électricité soit une réalité. Donc, à tout moment, nous allons revenir parce que là, nous venons de lancer un plaidoyer. Nous serons certainement très visibles et nous allons communiquer sur toutes les étapes que nous allons prendre juste après. Mais au moins, ce qui est important, c'est que le gouvernement va organiser des consultations à travers le pays et tout le monde doit se tenir éveillé pour que, n'est-ce pas, leur participation soit plutôt efficace et qu'au finish, le pays puisse posséder d'un document de politique qu'il faut. Monsieur Emmanuel Moussouyou, merci d'avoir pris part à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission qui a planché aujourd'hui sur le secteur énergétique. Il est donc temps de faire de l'accès pour tous à l'énergie par des solutions décentralisées et durables une réalité. La société civile et les communautés locales, en tout cas, veulent que tout Congolais accède à l'énergie. Et si c'était possible avant 2030, même le niveau 1, en tout cas, ce serait intéressant pour la République démocratique du Congo, notre pays. Merci de nous avoir suivis et merci à notre invité. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois de venir nous entretenir avec sur le secteur de l'énergie parce que c'est un secteur vital, vous l'aurez compris tout au long de cette émission. L'énergie, l'électricité contribue au développement des communautés. Merci une fois de plus de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres informations énergétiques et environnementales de notre pays, la République démocratique du Congo. Au revoir et à très bientôt.